Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire collaboré entre architectes, paysagistes et conseil syndical. Je suis Irène Autin, conseillère coach copro des copropriétés du 18e arrondissement de Paris à l'Agence parisienne du climat. Nous allons tout d'abord faire un petit point technique. Votre webcam et votre micro ne sont pas activés, mais l'onglet questions et réponses, lui, est activé. Alors, je dois vous informer que ce webinaire est enregistré. Cet enregistrement a pour but de vous permettre de revisionner le replay sur notre chaîne YouTube. Vous ne serez pas enregistré car votre caméra et votre microphone sont coupés et que vos questions posées dans l'onglet questions et réponses ou chat ne seront pas visibles sur le replay. Alors, nous sommes ensemble pour une durée d'1h30. Au sommaire, je commencerai par vous présenter brièvement l'Agence parisienne du climat et Coach Copro, puis je laisserai la parole à nos intervenants qui disposeront chacun d'un temps dédié pour se présenter et expliquer leur manière de travailler. Ensuite, par le biais du DTG de la résidence Buffalo à Montrouge, vous seront présentés les points clés de leur collaboration mutuelle, ainsi que des outils de travail qu'ils ont imaginés et mis en œuvre. Nous ferons également 2 intermèdes de questions-réponses. Alors, tout d'abord, je vous présente rapidement l'Agence parisienne du climat et Coach Copro. Alors, qui sommes-nous? L'Agence parisienne du climat, c'est une association créée en 2011 et elle a pour vocation de mettre en œuvre les plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Elle est le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et la porte d'entrée des copropriétaires pour accéder à tous les dispositifs d'aide parisiens et métropolitains. Par exemple, CoproAgis pour les projets de végétalisation, le chèque métropole Rénov pour une mission de maîtrise d'œuvre conception, ou bien encore le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Dans sa mission de service public, elle est aussi membre du réseau des espaces France Rénov et elle accompagne donc aussi bien les professionnels que les particuliers. Elle cherche à faciliter le dialogue entre les parties et impulser la montée en compétence sur tous les enjeux environnementaux, le bâti, l'énergie, l'adaptation au changement climatique. Alors, Coach CoPro, la plateforme Coach CoPro, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre angulaire de notre accompagnement des copropriétaires sur tous les sujets de la rénovation énergétique. C'est un centre de ressources où l'on trouve de nombreux articles. On y trouve aussi des exemples de copropriétés rénovées et des exemples très détaillés techniquement et financièrement de copropriétés qui sont arrivées au terme de la rénovation énergétique à Paris, dans la métropole du Grand Paris et sur tout le territoire. Ensuite, on y trouve un annuaire pour trouver les bons professionnels pour des travaux en copropriété. J'y reviendrai tout de suite après. Et puis, une newsletter qui s'appelle Fil Copro. Il faut taper Fil Copro dans le moteur de recherche générale sur le site de l'APC et chercher la page newsletter sur le site de l'Agence parisienne du climat. Et puis enfin, des formations dédiées à la rénovation énergétique. Alors, l'annuaire de Coach CoPro, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un annuaire sur lequel vous figurez sans doute pour la plupart. Et c'est un annuaire dédié aux professionnels qui œuvrent pour la rénovation en copropriété. On y trouve des architectes, des bureaux d'études thermiques, mais aussi des paysagistes, des entreprises de travaux, des AMO, assistants à maîtrise d'ouvrage, et également des syndics. C'est un outil de travail essentiel qui est très proche du sujet du Solution Pro d'aujourd'hui, puisqu'il nous permet de mettre en lien les différents acteurs de la rénovation énergétique en vue de la réussite d'un projet. Alors, un petit focus sur Solution Pro, c'est un rendez-vous mensuel, un webinaire par mois pour rester informé sur les évolutions et innovation en rénovation énergétique. Il est vraiment dédié aux professionnels et il vise à transmettre et à échanger des informations entre spécialistes. Vous trouverez toutes les informations sur Solution Pro sur notre agenda
du site de l'Agence parisienne du climat et les replays de webinaires, dont celui-ci, d'ici quelques jours après leur diffusion sur la chaîne YouTube. Alors, prochain rendez-vous des professionnels, le webinaire Solutions Pro Biodiversité et Rénovation, il aura lieu le 26 mars. Et donc, nous vous invitons à y participer avec grand plaisir. Et puis, un autre événement destiné aux professionnels, un événement qui est euh, auquel nous vous invitons également euh, à vous inscrire, à venir nombreux nous rencontrer, c'est le Forum Habité Durable. C'est l'événement phare de l'Agence parisienne du climat. Il permet aux particuliers et aux professionnels de se rencontrer et d'assister à de nombreuses conférences et ateliers qui y sont organisés. Il a lieu dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris. Alors, cette première présentation étant faite, et avant de leur laisser la parole, quelques mots tout d'abord. À l'Agence parisienne du climat, les conseillers et les conseillères ont le privilège d'entendre de très nombreux professionnels nous expliquer leurs diagnostics techniques globaux qui sont les DTG. Nous vous invitons ce soir au partage d'une expérience singulière dont la résidence Buffalo à Montrouge sera la trame. Nos invités ont accepté, et nous les en remercions, de relever le défi d'une présentation à plusieurs voix d'un travail co-construit. Baptiste François de l'agence FAIRE sans majuscule, Emmanuel Bouffet, qui représente les herbes, etc., et Thomas Palichata, président du conseil syndical. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle et vous laisse aussi partager votre écran. Bonjour, je m'appelle Thomas Palichata, je suis président du conseil syndical de la résidence Buffalo à Montrouge, depuis habitant de la résidence depuis 8 ans et président depuis 4 ans du conseil syndical. Je, je passe la parole à Monsieur Baptiste François. Ouais, c'est Emmanuel qui va s'exprimer. De toute façon, toi. Oui, je passe. Oui, bonjour. Donc, je suis Emmanuelle Bouffet, paysagiste et jardinière, avec une approche très, très naturaliste ou très entomologiste ou très, enfin, en respectant beaucoup toute la vie dans les jardins. Depuis que je suis sortie de l'école du paysage, en sortant de l'école de paysage il y a déjà quelques années de ça, j'ai pas choisi de travailler dans un bureau de paysagiste avec des plans sur AutoCAD, etc. Et donc, j'ai préféré commencer par jardiner, puisque c'était les plantes vraiment qui étaient mon centre d'intérêt particulier. Et puis, peu à peu, je me suis vite rendu compte que les plantes et les personnes, c'était indissociable. Et ce qui m'a conduit aussi à faire plusieurs interventions de jardinage collectif dans certains quartiers de la région parisienne, comme au Beaudotte à Sevran ou à Grigny dans la cité des Mille-Aïeux, à Grigny dans l'Essonne, et puis aussi à aussi partager au fur et à mesure de tout ça, de partager mes connaissances et mon expérience lors d'ateliers pour le grand public ou à l'école du paysage où j'ai enseigné, et aussi bien au département écologique que dans la formation continue. Aujourd'hui, je travaille en ce moment avec l'agence FAIRE, et nous avons euh, fait ensemble un projet de crèche plus jardin de crèche euh, en- à Vissou dans l'Essonne aussi. Voilà, donc j'ai un petit slogan, c'est le jardin, c'est pas seulement les plantes, c'est aussi les personnes. Et donc il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est la façon dont on conduit les chantiers qui, à mon avis, sont souvent très brutaux par rapport à ce qu'il faudrait faire. Voilà. Merci, Merci, Emmanuel. Emmanuel. On est côte à côte, hein. Donc, Baptiste François, donc de l'agence Scope d'architecture FAIRE, qu'on a cofondée en 2015, non
pas spécialisé sur les copropriétés, mais disons concerné par les questions éco-responsables. Ici, vous avez donc les quatre points qui nous semblent importants, qui nous ont semblé importants lors de la création et qu'on continue de pousser chaque jour dans nos projets. Donc l'écoute et la co-construction, on va en parler, l'architecture et l'urbanisme frugal. Enfin, on va parler de tout. Le fait de prendre soin des choses et de prendre soin notamment du déjà là et de le réparer. Donc ce sont vraiment des points fondamentaux. On est donc spécialisé sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions de bâtis anciens euh, et disons de matériaux naturels et de façon dont on travaille sur ce type de matériaux qui nécessitent disons, des techniques spécifiques, des matériaux spécifiques pour ne pas dégrader la situation existante. On est également formateur et responsable pédagogique d'une formation qui s'appelle Construire éco-responsable au Pôle EVA, donc pour les architectes. C'est une formation diplômante qui se déroule durant 10 mois environ et qui aborde justement de façon globale et disons holistique, comme le dirait Alain Bornarel, les questions de l'éco-responsabilité dans le bâtiment et sur le territoire. Je présente ici une des références, disons, un des référentiels qu'on utilise dans nos projets, c'est la démarche Négawatt que vous connaissez probablement. Ce qui nous intéresse donc dans cette démarche, donc c'est de dire que donc l'énergie la moins chère est l'énergie que nous ne consommons pas. Et elle s'appuie sur un mantra, la sobriété, l'efficacité, les renouvelables, qui se lit dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord la sobriété, ensuite l'efficacité et ensuite les énergies renouvelables. Donc on travaille d'abord sur les besoins, sur la qualité du bâti et l'efficacité des systèmes. Et ensuite, ce qu'il reste à produire comme énergie pour assurer un certain confort et l'usage des bâtiments, on la, on la compense avec des énergies renouvelables. Je vous laisse chercher plus avant si c'est un sujet qui vous intéresse, mais pour nous, il est assez passionnant et fondamental. Ici, je vais présenter quelques projets volontairement. Ce ne sont pas des copropriétés, justement pour montrer que les techniques qu'on utilise, on les utilise aussi dans nos autres projets, et c'est justement ça qui fait la richesse des échanges qu'on peut avoir ensuite avec les conseils syndicaux et disons, les personnes qui habitent, les habitants, voilà, tout simplement, les habitants de ces lieux qu'on investit dans nos diagnostics, et puis plus avant dans notre travail de maîtrise d'œuvre. Donc ici, c'est la rénovation d'un bureau bioclimatique. Alors, excusez-moi, une dernière précision. Je vais aller très vite. Voilà, ne vous étonnez pas. C'est simplement un balayage très rapide. Je vais juste m'attacher à certains points qui nous ont semblé importants quand on a échangé sur le sujet vis-à-vis du travail de coopération au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, je présente quand même le bâtiment existant pour que vous en ayez une image, voilà, tel qu'il était au démarrage. Donc, c'est un bâtiment qui était assez peu isolé et avec une ambiance assez froide, disons. Euh, donc, on a travaillé justement, et ça, c'est un point, donc c'est travailler l'intelligence collective. Ici, vous voyez donc des ateliers qu'on a montés avec un comité de pilotage qui pourrait être un conseil syndical sur le choix du programme. Et ça, c'est vraiment un point assez essentiel quand on travaille sur un bâtiment. C'est qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce qu'il n'y a pas d'évidence quand on travaille que ce soit sur une rénovation énergétique ou sur un projet plus complexe. Il n'y a pas d'évidence dans le programme et il faut faire des choix, il faut en discuter. Et donc, construire ça avec des techniques dont on pourra les détailler plus avant, si vous le souhaitez dans vos questions. Donc ici, vous avez différents scénarios qui ont été créés pour ce projet et qui ont été réfléchis avec les équipes. Ici, bien sûr, c'est simplement pour vous montrer qu'on utilise les mêmes techniques, les enquêtes, comme dans les copropriétés, on les utilise depuis toujours dans nos projets et c'est un élément important quand on n'a pas la capacité de discuter avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Oui, travailler avec les existants. Donc,
le réemploi. Je pense que vous pourrez revoir les images et les arrêter avec le replay, donc je vais les passer très rapidement. Donc on travaille avec le réemploi, on travaille justement à réduire l'impact carbone des constructions et la réhabilitation et la rénovation énergétique est bien sûr un point très important sur ce sujet. Ici, c'est travailler avec l'eau. Comment est-ce qu'on arrose en récupérant l'eau de pluie, en limitant en limitant l'usage de l'eau de ville. On travaille énormément sur la santé, qui est un sujet majeur et qui est assez peu traité. Quels sont les matériaux qu'on met en œuvre, quels impacts ils peuvent avoir et comment est-ce qu'on travaille avec les entreprises pour qu'elles assurent une qualité d'air à la sortie quand on livre un bâtiment. Ça, c'est un sujet fondamental, mais peu traité dans le bâtiment. Voici une fiche globale. Là encore, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à faire pause sur le replay et voilà, vous aurez quelques informations globales sur l'opération. Ici, une autre opération, la crèche de Vissou, on en a parlé avec Emmanuel, juste au bord d'un grand parc, un bâtiment existant ici que vous voyez reproduit au dessin. Le dessin à la main est un des outils utilisés. Encore une fois, donc je vous laisserai faire pause, mais ici une stratégie bioclimatique sur le bâtiment, que ce soit en hiver ou en été. Et ça, c'est un point de focus pour moi et c'est réellement un outil qu'il faut mettre en place dès la réflexion sur le DTG, c'est-à-dire développer un schéma stratégique synthétique global sur la résidence, enfin sur la résidence ou sur le site que vous êtes en train d'étudier. Et les copropriétés font partie vraiment des lieux où il faut réfléchir de façon globale avec un schéma qui synthétise l'ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous propose de travailler. Et là, c'est une autre opération, ce sont des logements sociaux Rubisson, pour la RIVP. Et bien sûr, dans cette stratégie globale, le jardin. Oui, on ne va pas rentrer trop dans le détail de ce plan. La seule chose, c'est que euh, je conçois, quand je suis au moment de la phase conception et de réfléchir sur les projets, c'est toujours en le dessinant à la main. Je dessine rien à l'ordinateur et parce que je trouve que m'inspire, enfin je suis plus inspirée, c'est plus à ma mesure, à mon échelle. Bien sûr, après, s'il faut faire des corrections et tout ça, on peut retravailler un petit peu de façon informatique, mais l'idée, elle est toujours posée comme ça. Là, c'est un dessin qui a été fait avec des encres végétales que j'ai fabriquées à partir des plantes du lieu. Voilà, donc c'est un petit peu quelque chose pour que ce soit. C'est la partie très agréable en fait, mais en même temps très inspirante. Et grâce à faire, ensuite, on transfère les plans de façon informatique. Et le dessin à la main rend les choses accessibles aussi. Oui, c'est C'est- c'est un document qui est moins intimidant qu'un plan fait à l'ordinateur. Quand on le présente, là, tout au long de la phase enfin, esquisse et avant-projet, etc., les équipes de la crèche étaient là. Et donc, c'était pas forcément des professionnels de l'architecture ou du paysage. Et donc, c'était moins intimidant et je leur disais que c'était une proposition et que on a beaucoup travaillé en écoutant leur désir, leur réflexion, leur façon de. Et donc, voilà, c'est pour ça que le dessin est. on sait Hein, qu'il est- c'est beau. Merci. Euh, voilà, la construction est en bois, on essaie de limiter les travaux sur les matériaux, travailler avec des matériaux et non pas avec des produits. Euh, Ici, donc, quelques détails sur le réemploi. Donc, je passe très vite, hein. Et voilà le chantier pour vous donner. Le chantier est encore en cours et se termine en mai. Donc, bienvenue à Vissou si le sujet vous intéresse. Ici, un autre projet, donc au sein de logements sociaux, un travail sur le jardin et sur le jardin partagé.
Ici, un outil, c'est utiliser donc les compétences en présence. Ici, on avait quelqu'un qui était capable de faire des bandes dessinées et donc on s'en est servi pour, enfin, on s'est servi. Elle nous a proposé, donc on lui a proposé, enfin, on s'est proposé mutuellement de faire cette histoire du projet et donc on raconte une partie du projet, ici la construction d'un kiosque via la bande dessinée. Donc c'est quelque chose qui parle aussi et qui permet des échanges assez rapides et entre les personnes et encore une fois accessibles. Un autre outil, c'est l'urbanisme tactique, où là, on agit avec les habitants. Et je dis urbanisme, mais ça ne se limite pas à ça. C'est l'urbanisme, le jardinage, la construction, la transformation tactique. C'est-à-dire qu'on va essayer des choses de façon rapide pour pouvoir vérifier avec les habitants si les choses fonctionnent. Et si ça fonctionne, on le met en place de façon pérenne. Ici, vous avez un exemple de travail avec les habitants, avec les enfants notamment. Et ici, je vais raconter très rapidement en images et pas avec des mots l'histoire du projet. Donc, vous voyez, le démarrage, c'est vraiment la matière brute qui a été récupérée d'arbres de coupe d'entretien. Et ici, donc un nouvel outil, c'est la participation habitante, mais concrète sur le chantier, surtout la transmission des savoir-faire. Avec, donc, encore une fois, il faut réunir les compétences. Et là, on a proposé au charpentier volant d'intervenir pour fabriquer à la main, à partir des troncs, l'ensemble d'un kiosque. Donc ici, vous avez les éléments et le kiosque finalisé. Un dernier projet, si je ne m'abuse, c'est une réhabilitation et surélévation d'une maison de ville pour construire des logements passerelles, donc pour des personnes qui sont à la rue, qu'elles retrouvent une dignité au sein de leur logement. Et c'est pour Solidarité Nouvelle pour le logement. Ici, l'existant. Vous voyez donc la recherche de plan type avec toujours du travail mixte main ordinateur. Ici, composer une palette végétale et sauver un arbre. Parce qu'un outil, c'est aussi jardiner. Voilà. Oui. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, 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 on avance. voilà. Ici, donc, un outil, c'est l'horizontalité des échanges. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est donner tous les éléments qui permettent de faire des choix, d'expliquer nos propres choix si on en a, et de pouvoir échanger avec notre maître d'ouvrage, et en l'occurrence, dans le cadre qui nous concerne, le conseil syndical. Voilà une image du projet, le chantier va démarrer. Et maintenant, nous allons à la résidence Buffalo. Et c'est Thomas Palichata qui va nous la présenter. Donc, voilà, le Merci. petite vue T'en fais d'avion. pas, t'en fais pas. Alors, je vais vous présenter effectivement la résidence Buffalo, qui est située à Montrouge, qui a été construite à la fin des années 50. C'est une résidence qui a été construite par l'architecte Fernand Pouillon, qui est un architecte français connu du XXe siècle. Pas forcément très connu du grand public, mais qui a construit un certain nombre de bâtiments en France et ailleurs. Comme vous le voyez, la résidence est grande. C'est pas la plus grande qu'a construite Fernand Pouillon, mais vous avez quand même 466 lots, environ entre 1000 et 2000 habitants, avec une alternance de bâtiments de 7 étages, et 4 étages, 3 étages, et surtout un certain nombre de jardins, ce qu'on appelle nous des jardins, des espaces verts en nombre, voilà, qui permettent à tout le monde de profiter d'une certaine quiétude et d'avoir surtout comme dans un grand ensemble tel que celui qui est la résidence Buffalo, puisque in fine c'est un grand ensemble, d'avoir finalement beaucoup de nature. Je vais continuer sur la diapo suivante voilà, pour revenir sur l'histoire. À l'origine, c'était un vélodrome, bon, si on prend le XXe siècle, un vélodrome qui avait été construit, qui avait accueilli notamment, enfin, qui était en lien avec l'accueil des troupes de Buffalo Bill, d'où le nom. Et qui a été construit en 1922, qui a eu ses grandes heures, hein, ses heures de gloire, avec beaucoup de compétitions sportives et beaucoup d'images d'archives concernant le stade. Vous voyez en haut à droite une image du stade avec l'environnement tel qu'il était à l'époque. Et après-guerre, bah, forcément, il y a eu un peu moins d'activité. Il a été décidé de le détruire pour construire une résidence. Et à l'époque, c'est donc l'architecte Fernand Pouillon qui a eu l'opportunité de construire à cet emplacement la résidence. Donc vous voyez le schéma en bas à gauche, enfin le schéma, le plan d'ensemble
en bas à gauche, donc ce que je disais, vous avez des grands bâtiments de 7 étages en fait qui ferment un petit peu sur la rue, la résidence, et vous avez à l'intérieur des bâtiments plus ou moins hauts qui forment en fait une certaine finalement qui diminue l'effet d'ensemble, qui fait plutôt un effet intime et qui en fait ne donne pas l'impression quand on est dans la résidence d'être dans un grand ensemble, ce qui est assez remarquable. Parmi les autres points remarquables, je ne vais pas tous les citer, mais c'est que la résidence est en grande partie construite en pierre de Provence, c'est-à-dire que les murs extérieurs, c'est de la pierre, c'est pas du béton. Vous avez aussi différents matériaux assez remarquables, tels que du marbre rose, des briques. Vous avez bien sûr un peu de béton, hein, forcément. Voilà, vous avez un ensemble de choses qui fait que la résidence, vous le voyez telle qu'elle a été construite, livrée en 1958 à peu près, en bas à droite. En fait, je vous invite à, si vous avez l'opportunité d'être à Montrouge, à rentrer. Hein, n'hésitez pas un jour dans la résidence, qui fait que en fait, elle a une beauté qui, en tout cas, fait que beaucoup de monde apprécie d'y vivre. Et je vais justement, voilà, pour compléter les propos, vous avez là des images d'illustration sur le rendu un petit peu à l'intérieur. Fernand Pouillon, c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais c'est vraiment, en tant que citoyen et habitant de la résidence Buffalo, je pense que c'est un architecte qui a vraiment compris qu'est-ce qu'était le bien-être dans une habitation et qui a pensé des choses peut-être même avant tout le monde. On a des logements traversants, des ventilations naturelles, comme je l'ai dit, de la pierre de taille, des matériaux de qualité, beaucoup de lumière, même pour les étages les moins élevés, avec les jeux de hauteur des bâtiments. Et donc tout ça fait que en fait, on a à cœur, nous, au sein de la résidence, de préserver cet héritage. Sur ce slide, vous avez un ensemble de liens qui permet un petit peu Fernand Pouillon a écrit des livres, il y a eu quelques documentaires sur son histoire, pas assez à mon sens, mais en tout cas, il me semble, un exemple intéressant et inspirant. Et en tant que copropriétaire, on se sent un peu redevable et on veut justement ne pas abîmer cet héritage. Et c'est l'objet aussi on vous en parlera un petit peu après, de pourquoi, enfin, pourquoi on est allé, enfin, on a travaillé avec Fer sur le DTG. Donc, sur la diapositive suivante, vous voyez là des images des jardins de la résidence, des vues d'ensemble. Donc, c'est très vert, vous avez beaucoup de choses, voilà, ça a un peu évolué, hein, depuis le début. On est labellisé architecture contemporaine remarquable, précédemment patrimoine du XXe siècle, et depuis quelques années, petit patrimoine paysager d'Île-de-France pour la région. L'idée, ce n'est pas forcément, voilà, d'avoir des labels en tant que tels, c'est que justement de pouvoir s'appuyer dessus pour faire au mieux, pour justement rénover ce patrimoine et en prendre soin. Je ne sais plus si c'était le slide, s'il y avait encore un slide ensuite. Ah oui, alors je vais vous expliquer quand même rapidement le pourquoi du comment. Nous sommes là aujourd'hui sur le DTG de la résidence. C'est que, comme je vous l'ai dit, on a quand même une résidence assez remarquable. Suite à le vote de la loi Climat et Résilience en 2021, nous faisions partie des premières de par la taille résidence à être soumis à l'obligation de DTG, de réalisation d'un DTG, d'un projet de plan pluriannuel de travaux, d'un DPE, d'un collectif. Sur ce, bien sûr, nous avons décidé d'y aller. Mais nous étions assez inquiets par rapport justement à qui faire appel et comment concilier ce respect de l'architecture et ne pas abîmer justement les qualités de la résidence par rapport à des solutions qui pourraient être un peu parfois toutes faites et pas du tout adaptées aux caractéristiques de notre résidence. C'est pour ça que nous avons décidé, suite à une AG, nous avons demandé mandat aux copropriétaires pour pouvoir mener un appel à projet que nous avons défini, nous, au sein du conseil syndical, rédigé, en intégrant une composante paysagère,
C'est pour ça que Madame Bouffet aussi a été, voilà, est présente avec était présente dans le consortium réuni par FAIRE. Pour justement aller dans un DTG++, si je puis m'exprimer ainsi, et vraiment disposer enfin, pouvoir choisir aussi des prestataires qui ont une sensibilité par rapport aux thématiques qui étaient aussi celles de Fernand Pouillon, c'est l'humanisme, l'écologie, le bien-être dans les bâtiments. Et donc, suite à un appel à projet qui a quand même, c'était un certain travail qui nous a, la sélection a duré environ un an. Nous avons sélectionné le consortium mené par FAIRE. Euh, et, euh, et nous avons ensuite monté un groupe de travail de 4 personnes au sein du conseil syndical pour faciliter les échanges, car dans une résidence aussi grande, vous imaginez bien que même dans des résidences petites, vous allez avoir beaucoup d'avis différents. Et donc dans une résidence de 466 lots et d'un conseil syndical d'environ 12 personnes, on a privilégié un petit comité, un petit groupe de travail pour mener les travaux avec FAIRE. Voilà. Merci. Et donc, maintenant, je vais présenter, enfin, on va présenter avec Emmanuel la partie justement coopération sur la partie paysage. Alors, c'est une partie, on a choisi de limiter pour que ce soit le plus clair possible dans le temps imparti. Et donc justement, on va commencer par une analyse que nous, on fait côté fer et qui a généré, et par rapport à l'analyse d'Emmanuel, euh, et vous présenter les échanges qu'ils ont engendrés et les informations qu'on a cherché à retirer pour apporter des réponses. Donc ici, sur cette image, vous avez le calcul du coefficient de biotope. Alors, j'arrive pas à voir si c'est... voilà. Vous avez le niveau de la résidence Buffalo qui est assez faible. Ça peut paraître assez surprenant, mais en fait, il y a un nombre de surfaces imperméabilisées assez important. Et justement, ça montre le potentiel de la résidence pour améliorer la question de l'îlot de chaleur urbain euh, dont on voit ici une analyse, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère, dont on voit ici une analyse qui montre qu'on est, contrairement aux images qu'on peut voir, on n'est pas forcément partout sur le vert. Et donc, on a cherché à comprendre, à partir du travail d'Emmanuel, du travail de terrain d'Emmanuel, pourquoi, et à partir aussi des informations que nous avait fournies le conseil syndical, qui n'en a pas été avare, mais justement, c'est un des outils, c'est vraiment l'intérêt des archives de la copropriété qui n'est pas toujours très exploité, pas toujours compris comme intéressant par le conseil syndical ou par les copropriétaires. Et donc là, en l'occurrence, on avait des échanges quand même qui étaient très transparents, et très efficients. Mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose à mobiliser. Et ici, vous avez un plan de tous les arbres de la résidence et l'analyse des manuels. Alors, coupe ton micro, je vais me servir du mien. Bon, voilà, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Donc, Attends, faut que je coupe ça. Ah, Hop. il y a un écho. quand je suis arrivée pour visiter la première fois la résidence Buffalo, en fait, j'ai fait comme je fais dans tous les endroits où je vais, je regarde entre guillemets que ce qui pousse ou ce qui a poussé tout seul, ce qui a été planté, enfin toute la végétation, parce que j'ai une lecture des sites à travers la végétation qui bien souvent nous renseigne aussi bien sur les usages, sur évidemment la nature du sol, le climat, les conditions dans lesquelles idéales pour telle ou telle plante. Donc ça renseigne énormément, même y compris les mauvaises herbes, enfin ce qu'on appelle les mauvaises herbes, de savoir si on est plutôt en sol calcaire ou sol acide, etc. Et puis les usages, puisque là en plus il s'agit d'une résidence avec plein d'habitants, donc et qui a en plus une histoire et donc, ça me permet aussi de dater un peu les choses dans le temps. Et donc, il y a des modes pour certains végétaux. Par exemple, la haie qui est en bas à droite de l'image,
une petite haie bien taillée, ce sont des berbéris pourpres là. Donc ça, ce ne sont pas, par exemple, ce ne sont pas des plantations qui datent de, de l'origine de l'immeuble, ça a été rajouté par la suite. Et puis on voit aussi, ça me permet aussi de voir comment tous les végétaux sont entretenus, gérés, si on peut dire ça, pour des plantes. Et dans le cadre d'économie d'énergie, on peut aussi penser que d'utiliser moins les appareils à moteur, euh, faire un jardin presque sans moteur, puisque moi, dans ma pratique de jardinière, je suis une jardinière sans moteur, mais effectivement, les jardins que je fais ne ressemblent pas à des jardins à moteur, quoi. C'est forcément pas le même paysage, pas le même résultat, mais ça permet aussi euh, d'apporter de la biodiversité, de varier un peu les essences, d'accueillir plus d'oiseaux. Enfin, tout ça, c'est dans le projet de la résidence. De toute façon, ils sont très. On a vu, enfin, les membres du conseil syndical, du moins, étaient très sensibles à tous ces aspects-là aussi. Au-delà de ça soit plus bioclimatique, pas îlot de chaleur et tout ça, il y a aussi toute cette. De faire un petit îlot de nature en ville pour y accueillir de la biodiversité. Et puis aussi, comme faire aussi, c'est de faire avec l'existant. Donc, il ne s'agit pas de couper tous les arbres en disant on va replanter des nouveaux, c'est d'accompagner ceux qui sont là et peut-être d'augmenter ou de diversifier et avec des essences aussi qui seront forcément peut-être différentes de celles qui ont été plantées parce qu'il y a aussi l'aspect de l'adaptation au nouveau climat, quoi. Voilà. Ici, c'est une partie de l'analyse. Oui, c'est Enfin, une partie de l'analyse où justement j'ai regardé beaucoup les arbres. On voit qu'il y a des différentes. C'est toujours le problème des arbres près des bâtiments en ville ou dans une résidence hein, qu'on peut pas laisser tranquille trop longtemps parce que soit ils touchent la façade, soit ils tombent sur les gens, soit voilà, il y a des problèmes aussi de sécurité. Euh, mais donc quelquefois il y en a qui ont en fait, c'est grâce à la tronçonneuse, tout ça. Avant, on y allait plus doucement. Et puis, bon, bah, je me suis aperçue aussi qu'il y avait des petites initiatives locales, ultra locales, d'un pas de porte ou des petites initiatives d'habitants aussi qui sont à prendre en compte, qui sont intéressantes parce que ça montre qu'il y a aussi des gens qui sont demandeurs de jardinage. tout à fait. Et ici, c'est une présentation justement des interactions, la question que tu avais posée sur Ah oui, oui, je me demandais, enfin, comme les équipes d'ingénieurs visitaient les appartements, voyaient s'il y avait de l'humidité, pas de l'humidité, etc. Je me suis demandé si des plantes au pied des bâtiments, les appartements qui avaient beaucoup de végétation au pied de leurs bâtiments, est-ce que ça apportait de la fraîcheur ou de l'humidité? Est-ce que ça avait un impact sur l'intérieur? Euh, donc le fait qu'il y ait de la terre contre la façade, en fait, et puis aussi de réfléchir à l'ombrage, qui parfois peut être gênant, parce que, il y a des appartements qui se retrouvent un peu dans le noir, surtout en été. Et voilà, tous ces enjeux-là d'ombre, mais qui peuvent être aussi un gros avantage avec le climat qui se profile, d'avoir en plein midi, d'avoir la façade un petit peu ombragée, ça peut être aussi un avantage. tout à Non, fait. vas-y, oui, oui, je coupe. Vas-y, tu peux Je sais prendre pas la ce que suite, c'est. annoncer un message. Et donc ici, en échange avec Emmanuel qui nous pose la question, on s'est dit, bon, bah, vérifions-le et vérifions-le par les simulations. Donc vous avez ici une simulation d'énergie cumulée pendant une journée d'ensoleillement et qui nous a permis de voir en fait que les arbres avaient effectivement un impact, forcément, on le sait mais on ne sait pas quelle est disons, l'influence globale par rapport à d'autres facteurs. Et ici, ce que nous montre cette simulation, c'est que le facteur orientation reste prépondérant par rapport à celui de la végétation sur l'ensoleillement.
euh, avec des nuances, hein. On peut regarder plus finement, mais là, je ne vais pas le faire. Euh, En haut à droite et en bas à droite, vous avez donc deux résultats de l'enquête habitante. Donc, c'est aussi des données qu'on a croisées. Là, je vous ai juste présenté la simulation. Maintenant, je vous présente l'enquête, mais nous, on a regardé de ça de façon croisée. Là, je vous ai mis uniquement donc, la partie humidité dans les bâtiments et la partie confort d'hiver. On a aussi bien sûr regardé la partie confort d'été pour voir les influences, mais donc on a vu donc premièrement qu'il n'y a pas de corrélation entre l'humidité dans les bâtiments et le fait d'être à rez-de-chaussée sur une zone soit imperméabilisée, soit avec des zones de terre, soit avec des zones qui seront fortement végétalisées. Et ensuite, par contre, donc au niveau du confort d'hiver, on a vu que c'était surtout donc les rez-de-chaussée qui étaient impactés et pas forcément sur les questions de végétation. Donc, on vous montre ça. Finalement, on n'a pas trouvé de corrélation, mais ce n'était pas une évidence au démarrage de notre enquête. Et là, on a voilà, mené une enquête et utilisé un maximum d'outils pour essayer de croiser les données et nos compétences en échange sur cette question de la relation végétation et bâtiment. Nous en sommes à une étape et je vous propose, Alors, Irène, de oui, reprendre la alors pour main. le moment, il n'y a pas de question, mais moi j'avais une interrogation, c'était est-ce qu'un tel jardin, on peut l'imaginer sans moteur? C'est une question que je pose à Emmanuel Bouffet. Euh, avec une telle superficie et voilà, est-ce qu'on peut totalement parvenir à exclure le moteur? Euh, Ça, on peut limiter. Je l'avais mis en place dans une copropriété qui n'était pas aussi grande que celle-là, mais il y avait à peu près 7 000 mètres carrés de pelouse, des massifs d'arbres, et donc on a pu mettre en place enfin, en fait, la seule chose le seul moteur qu'on avait le droit d'entendre, c'était celui de la tondeuse. Sinon, il n'y avait plus de taille-haie, plus de débroussailleuse, plus de souffleur. Mhm. Euh, et donc, avec les surfaces tondues, se transformer en prairies avec des chemins à la tondeuse, ou enfin voilà, on a un peu joué avec les hauteurs. Et donc, ça minimisait le temps de, de tondeuse. Et pour les tailles, il y avait des charmilles à tailler, enfin, il y avait quand même pas mal de trucs. Ils le faisaient beaucoup moins souvent, en fait. Souvent avec les appareils, les types, ils Mhm. arrivent, ou hop, ils donnent un petit coup de taille-haie systématiquement, ce qui fait que la plante, au bout d'un moment, se décourage, elle devient un petit peu grasse, enfin, chétive. Tandis que là, toutes ces haies-là avaient repris de la vigueur. Et d'autres arbustes aussi qui étaient taillés systématiquement étaient repartis en port souple, libre, avec, enfin voilà, il y a eu des tas de travaux comme ça qui se faisaient, et il n'y avait plus de souffleur. Donc il n'y avait plus de souffleur, on n'était pas obligé de balayer 100% des, des feuilles à chaque passage. Ils enlevaient les feuilles là où c'était le plus dangereux, où ça peut glisser, ou s'il y en avait trop épais sur la pelouse, mais c'était pas systématique. Voilà, donc ça faisait une grosse économie d'énergie, enfin en tout cas d'émissions de bruit Oui, et de bien sûr. gaz à effet de serre. Alors Ouais. à Buffalo, c'est très grand. Alors il faudrait, enfin là, tel qu'il est conçu aujourd'hui, ça serait difficile sans moteur. Mais avec une Oui. autre approche, avec des haies à port libre, en laissant les haies plus libres, ou- et en tondant pas forcément systématiquement, la technique du fauchage à la faux est tout à fait possible, puisque moi je le pratique. On peut même, avec la faux, on peut couper de l'herbe comme du gazon tondu, hein. Une faux bien aiguisée, comme une lame de rasoir, elle taille très court. Et puis et puis ça fait du foin, et on peut réutiliser le foin pour pailler dans les massifs. Enfin voilà, ça fait de la matière organique pour le jardin. Euh, et puis il y a des petites tondeuses à main, mais ça, là, ce sont
les jardiniers ne sont pas tout à fait encore prêts parce que c'est vrai que ça peut paraître pénible, mais de faire du souffleur ou du taillouette toute une journée, c'est très fatigant aussi, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais, bien sûr. Ouais. voilà, donc ça s'étudie, enfin ça s'étudie en tout cas au moins diminuer. On pourrait dire un jardin sans moteur ou presque, pour les tâches les plus, voilà, plus difficiles Merci. éventuellement, quoi. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la réflexion quant au choix des espèces végétales et de l'avifaune ont porté sur une étude plus large que la copropriété, une réflexion en tant que corridor écologique, des rencontres avec des associations telles que la LPO et quel retour d'expérience? Alors, c'est peut-être pardon. C'est peut-être donc plutôt effectivement au niveau de la résidence que je peux répondre. Pour en tout cas la réflexion en tant que corridor écologique, d'où on souhaiterait pouvoir, enfin en tout cas, on, c'est pas encore initié, mais il y a des choses de toute façon qu'on voudrait discuter avec la mairie de Montrouge ou enfin voilà tout ce qui est un petit peu ne pas rester en tant que résidence, mais vraiment effectivement penser les choses un petit peu au niveau du quartier. C'est quelque chose qui effectivement on souhaite le pouvoir l'intégrer dans la réflexion des futurs aménagements. On voit l'évolution hein, de la faune. Récemment, on a eu des hérissons dans la résidence qu'on voyait pas il y a forcément quelques années. Et puis ça a évolué. On a eu des disparitions aussi de choses, de moineaux. Les chauves-souris, on en a eu aussi. On aimerait pouvoir faire revenir un petit peu de la faune. Donc tout ça, oui, on souhaiterait intégrer la résidence dans une réflexion un peu plus large de corridors écologiques. Ça ne se fait bien sûr qu'avec enfin, j'allais dire l'État, mais plutôt les municipalités, les intercommunalités qui vont justement suivre aussi ces choses-là. Concernant la LPO, on, on est plutôt sur des initiatives individuelles actuellement, de comptage d'oiseaux, par exemple. La résidence est inscrite sur le site de la LPO. Mais on essaye de développer ces choses-là. À l'échelle d'une grande résidence, il faut aussi, ça dépend aussi du temps disponible des copropriétaires, ce qui n'est pas toujours évident. Globalement, on a aussi plusieurs visions de ce qui est la nature, l'écologie, etc. Donc, on avance pas à pas. Et je complète, puisque donc dans l'analyse de site, ça fait partie des choses qu'on regarde. Quel est le rôle au niveau d'un territoire plus élargi du jardin de la résidence en tant que pôle écologique, on va dire. Et par ailleurs, nous sommes effectivement en rapport avec la LPO qui a fait un excellent document sur la rénovation et l'accueil des oiseaux, de l'avifaune, qui est disponible sur leur site. Tant du point de vue du maîtrise, ils ont fait un guide maître d'ouvrage et un guide maître d'œuvre. Donc là-dessus, vous avez des informations et les personnes sont très disponibles dès qu'on parle d'un projet de façon très concrète. Donc il faut effectivement, donc la personne qui a posé la question, je pense qu'elle est déjà en lien avec la LPO, Oui. et donc c'est certainement un conseil qu'elle souhaiterait donner à tout le monde. Contactez la LPO dès que vous voyez qu'il y a un sens de le faire dans le projet, mais dès qu'on fait de la rénovation énergétique, on est capable d'installer des nichoirs à chauves-souris, des nichoirs à martinets, à hirondelles, etc. Donc vraiment à travailler avec la bifaune de façon assez intéressante pour l'avenir. Merci. J'ai une dernière question et après, on va passer à la deuxième partie de la présentation. Est-ce que les toitures ont fait l'objet aussi d'un périmètre d'analyse pour végétaliser éventuellement? Donc là, je vous laisse libre. Voilà. Est-ce qu'il est possible de végétaliser les toitures ou pas? Je peux me permettre, je peux répondre assez rapidement. Oui. En fait, les toitures ont été rénovées. Alors, je sais, alors peut-être c'est plutôt Thomas Paichata qui va nous donner la date, mais ont été rénovées assez récemment. Il y a 15 ans environ. Ah, Voilà, il y a 15 ans, d'accord. donc ça nous laisse encore une quinzaine d'années avant de reprendre les toitures.
Donc à ce stade, on ne l'a pas intégré dans le projet de plan pluriannuel de travaux qui porte sur 15 ans, justement, précisément. Voilà, on a une autre question, mais je la prendrai tout à l'heure. On va passer à la deuxième partie de votre présentation, si vous voulez bien. Et puis, on reprendra le deuxième temps de questions tout à l'heure. Merci. Merci. Donc là, on va passer dans la partie plus bâtiment et avec des images du diagnostic technique global lui-même. Pour montrer un petit peu, bon, certains aspects, hein, clairement, on va pas tout balayer, mais certains aspects un peu prépondérants, qui nous ont semblé pertinents dans le cadre donc de cette résidence où là, on a une paroi en pierre massive de 35 cm d'épaisseur qu'on ne pouvait pas se permettre d'isoler par l'extérieur et qu'on ne peut pas se permettre d'isoler par l'extérieur pour d'évidentes questions de qualité architecturale et qui sont elles-mêmes très appréciées des habitants. Et donc, bon, on a regardé, là je présente la question des parois vitrées, où là on va essayer on calcule toujours donc, le pourcentage de parois vitrées pour voir déjà d'un point de vue assez empirique, l'avantage qu'on peut avoir à remplacer les fenêtres dont on sait qu'elles sont partie privative et donc que c'est un sujet qui peut poser des problèmes au sein des copropriétés pour chaque copropriétaire individuellement, de façon individuelle. Donc voilà, c'est une analyse que l'on fait sur les fenêtres et sur la partie occultation où là on a regardé donc et ça on le fait aussi systématiquement mais de se poser la question comment est-ce on occulte et comment est-ce qu'on se protège du soleil. Là on va parler du confort d'été. Comment, et quel impact ça peut avoir en façade? Quelles sont les préconisations qu'on peut faire nous-mêmes sur les solutions qui sont mises en place? Quelles sont les problématiques que ça engendre d'un point de vue architectural? Et donc là, vous avez une planche qui présente, donc à chaque fois, on essaye d'être le plus pédagogique possible, et ça fait vraiment partie des éléments qu'il faut bien avoir en tête sur le DTG, c'est que la pédagogie est fondamentale, et même sur les d'autres projets, en fait, même quand on a affaire à un maître d'ouvrage professionnel, euh, le fait d'être le plus clair possible sur ces documents, ça facilite largement les échanges. Et donc ici, voilà, un exemple sur ces deux questions et en interrelation, en copropriété, sachant que les parties occultation peuvent être soit en partie privative, soit en partie commune. Donc ça, c'est aussi intéressant de bien le savoir et de pouvoir jouer avec. Et en l'occurrence, là, on a fait des préconisations sur cet aspect-là aussi pour la résidence Buffalo, où il y a un fort enjeu, sachant qu'au départ, et donc ça, on l'a découvert sur les photos d'archives, il n'y avait pas d'occultation du tout, alors qu'on pourrait penser que les volets en bois étaient les volets d'origine. Un aspect ici que je présente donc sur ces deux planches, vous avez donc le texte. Bon, je vais pas vous demander de le lire, mais par contre, vous avez donc deux modes de représentation, un écorché et des photographies qui présentent la ventilation du bâtiment qui n'a rien d'une évidence. Donc je vais pas faire le détail, c'est pas très conforme, on va dire, pour, pour, pour prendre un raccourci. Mais ce qui nous a intéressé, c'est justement que chacun perçoive les sujets que la ventilation engendre sur sa qualité d'air, sur l'impact de traiter la ventilation au sein de la copropriété pour chaque cage d'escalier, pour les usages des parties communes, etc. Et donc, ce sont des points qu'on a essayé de détailler pour les clarifier, pour que n'importe qui prenant le document puisse s'y retrouver au mieux, quelles que soient ses compétences. Et c'est vraiment ça, la représentation des questions complexes, c'est un travail qu'on fait vraiment systématiquement pour permettre à chacun d'avoir des prises pour comprendre les choses et pouvoir parler de façon horizontale. Ça, c'est un aspect assez fondamental des échanges. L'horizontalité, bon voilà, je le place je l'avais placé juste après sur l'analyse. Donc là, on est sur l'analyse énergétique et à droite, vous avez l'analyse de la consommation
électrique, donc les dépenses, ce qui est un sujet qui n'est pas forcément pris en main de façon évidente, on va dire, mais qui ici nous a apporté des éléments, on le verra tout à l'heure, qui nous permettent ensuite de travailler, par exemple, sur les énergies renouvelables. Euh, c'est un sujet à ne pas éluder. Ici, la partie étude thermique le plus détaillé possible. Bon, ça, c'est un mode de représentation, mais en tous les cas, on explicite systématiquement toutes les données entrantes de notre travail sur l'énergie, parce que d'abord, c'est quelque chose qu'il faut faire dans le cadre des études, et puis par ailleurs, ça permet à tout le monde de pouvoir s'en saisir. Il y a parfois dans les copropriétés, et en l'occurrence, c'est le cas quand il y a 466 logements, il y a souvent des gens qui sont plutôt compétents, voire très compétents sur ces questions, et donc ça nous permet d'avoir des échanges nourris. Ici, donc voilà, c'est simplement vous présenter un petit peu le DTG. Ici, on a des problématiques de sécurité incendie. Et pourquoi? Non, l'ordinateur n'est pas branché, excusez-moi. Euh, petite. Euh, donc ici, on avait des problématiques de sécurité incendie. Encore une fois, c'est des sujets qui peuvent être relativement complexes à saisir. Nous, on utilise sur la base donc ça c'est très important, sur la base du document de l'APC qui montre comment sur Irène, vous me direz, j'ai plus le nom là en Cahier fait. des charges, le cahier des charges du DTG. Même le document c'est plus que le cahier des charges, c'est le document. Enfin oui, c'est le cahier des charges. Il s'appelle cahier des charges. Bon, le cahier des charges. Excusez-moi, qui est disponible sur le site de l'APC est extrêmement bien fait et donc on s'en est servi pour pouvoir développer un diagnostic et on s'en sert même sur des hors copropriété pour pouvoir développer des diagnostics qui soient les plus exhaustifs possibles sur sur les copropriétés. Et ici, vous avez donc la partie sécurité incendie. Et à droite, vous avez une partie de description des actions qui peuvent être réalisées. Et là encore, on fait des petits schémas qui nous permettent, sur la base ici, j'ai mis celui-ci, puisqu'on se sert de la description qu'on a faite du système de ventilation pour expliciter les solutions qu'on peut mettre en place à la fois pour améliorer la question de la ventilation et à la fois sur la question thermique et énergétique. Enfin, hors ventilation, je veux dire de l'enveloppe. Je reviens sur la question que vous m'avez posée, c'est le référentiel. Merci à ceux qui sont attentifs de m'avoir soufflé la réponse qui ne venait pas. Le référentiel de l'APC. Voilà, donc ce référentiel est vraiment un outil assez formidable. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Ici, vous avez un outil extrêmement important, c'est les tableaux comparatifs. Ça paraît bête, mais c'est vraiment lorsqu'on on a plusieurs solutions pour permettre d'expliciter auprès du conseil syndical et que le conseil syndical soit lui-même capable d'expliciter ensuite à l'ensemble des copropriétaires ou à un ou plusieurs copropriétaires intéressés par la question sur des aspects précis, ce type de tableau qu'on a enrichi au fur et à mesure de nos échanges. Donc ça, c'est important. On amène un premier tableau en disant voilà les solutions qui sont possibles et voilà les problématiques que ça engendre. Voilà une ordre d'idée des coûts. C'est toujours faux, ça on sait. Hein, les estimations sont fausses et on le dit, c'est important, mais c'est juste des fourchettes qui nous permettent, voilà, d'appréhender les choses. Donc c'est un outil assez fondamental. Encore une fois, donc à droite, les solutions pour la question du système de chaufferie qui était relativement complexe. Et là, on s'est servi des compétences au sein même du comité de pilotage du conseil syndical qui justement avait des compétences spécifiques sur la chaufferie. Il y a eu des échanges très très riches entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment donc l'ingénieur thermicien, donc Laurent Atienza de qui plus est, qui nous ont aidés vraiment à comprendre le fonctionnement de la chaufferie et les potentiels d'optimisation.
ici un autre sujet qui se trouve être en partie privative, c'est-à-dire on ne peut pas faire d'isolation thermique par l'extérieur sur ce bâtiment, en tous les cas sur les parties en pierre. Mais on peut en faire par l'intérieur. Et là, on est en partie privative, on grignote des mètres carrés, donc c'est un sujet qui est quand même assez contraignant et en site occupé en général. Donc c'est un sujet très contraignant pour les copropriétaires. Il se trouve qu'il y a certains copropriétaires qui avaient réalisé des travaux d'isolation thermique par l'intérieur. Donc nous, bon, on a visité certains appartements dans lesquels c'était le cas, et on a pu voir les défauts de réalisation, donc les plots qui deviennent des bons pots thermiques et puis des plots énormes, voire un doublage où il n'y a pas d'isolant. Enfin, voilà, on voit un peu de tout. Et l'idée de cette planche, c'est de montrer, donc à gauche, vous avez des images de mise en œuvre qui permettent à quelqu'un qui a envie de faire ça chez soi de se rendre compte un petit peu des solutions qu'il peut avoir et de ce que ça engendre du point de vue de la réalisation et des modes de faire. Euh, et à droite, vous avez la version un peu plus poussée des explications du fonctionnement disons, hygrothermique de la paroi, qu'on explique. Donc, on a une planche qui explique comment lire ces graphiques, etc. Mais l'idée, c'est de donner à n'importe qui, une personne qui a pas forcément toutes les compétences, mais qui a envie d'isoler par l'intérieur, en dehors de la question du DTG, et on sait que c'est le cas, de lui donner la possibilité de faire les choses bien tant qu'à faire. Voilà. Donc c'est un c'est vraiment ça l'enjeu qu'on a identifié sur cette question de l'isolation par l'intérieur. Et par ailleurs, donner plusieurs niveaux de lecture, c'est aussi permettre à toutes les disons à toutes les personnes qui vont relire ce DTG de pouvoir en retirer quelque chose et pas uniquement donner une version hyper techno d'un DTG qui peut être assez imbuvable hein, comme document. L'idée, c'est de pouvoir voilà, donner à voir et donner à comprendre les choses. Donc ça, pour nous, c'est un outil assez fondamental à mettre en œuvre. À gauche, j'ai repris cette slide parce que on reprend ici donc ce que j'ai présenté tout à l'heure, l'analyse financière. Ben, justement, on montre pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une autoconsommation de l'énergie photovoltaïque par panneau photovoltaïque sur cette résidence. Parce que voilà, on a une consommation énergétique de la chaufferie qui est très importante et qui nous permet d'envisager un amortissement qui est intéressant sur ce type euh, de, de matériel. À droite, l'idée, c'est de montrer de donner envie aussi. Sur cette résidence, nous, voilà, on préconise et on travaille avec des matériaux biosourcés. Et c'est vrai que là, on aurait envie d'avoir des menuiseries bois qui fonctionnent assez bien avec les matérialités en présence. Et donc, bah, il faut aussi donner envie que ces matérialités puissent se mettre en œuvre. Donc faire des choses proposer des choses belles, ça fait partie des outils. Je pense que là, tout le monde sera d'accord avec moi. J'enfonce un peu des portes ouvertes. Donc les petits plus du DTG, c'est lorsqu'on soulève un sujet, ça on le voit lors des visites, on le voit avec les échanges avec le conseil syndical et le comité de pilotage. Ici c'est le sujet acoustique, et on voyait bien que expliquer les choses, expliquer pourquoi l'acoustique est pas si simple et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça fait partie de notre rôle pour permettre à chacun de comprendre les enjeux de la rénovation thermique et de savoir ses limites. Et donc là, on fait une planche spécifique sur l'acoustique, on en a fait une sur les réseaux enterrés, enfin voilà, mais ça, c'est très spécifique à chaque opération et c'est en réponse aux échanges qu'on peut avoir avec le conseil syndical. Euh, donc ici, à la suite un peu de ça, voici les travaux qu'on n'a pas retenus. Ça, c'est très important de dire ce qu'on ne retient pas.
pour que ce soit clair pour tout le monde enfin, de nous justifier, de justifier nos choix en disant, voilà, on n'a pas retenu ça parce qu'il y a des raisons qui sont assez précises. Et ça, c'est quelque chose qui nous apparaît important. C'est un peu comme un travail de recherche, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à chacun de comprendre un petit peu l'ensemble des données qu'on a recueillies, mais aussi des choix qu'on a faits dans le cadre du DTG pour permettre de montrer, encore une fois, ses limites. À gauche, je montre une planche donc d'un scénario, donc voilà, 35% de gain, toujours avec le scénario zéro, donc qui est l'entretien de la résidence, euh, euh, mis en miroir. Ça, c'est vraiment, ça nous apparaît être très important pour permettre de discuter. Sinon, on peut discuter d'un scénario avec un prix en bas et sans se dire que oui, mais le scénario zéro, c'est ça. On a aussi un prix avec le scénario zéro, et ça, le scénario zéro, c'est juste l'entretien de votre lieu de vie et son entretien patrimonial voilà, de la valeur patrimoniale de votre bien. Et donc voilà, bien mettre en lien ces scénarios et qu'on reprend ici avec le surcoût par rapport au scénario zéro. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui permet voilà, de partir euh, sur des bases d'échange qui sont saines, on va dire. Bon, les étiquettes de déperdition, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ici, quand on est sur un objet un peu complexe, pareil, donc avoir toujours un élément synthétique, bah, ça permet d'y voir clair. J'ai pas grand-chose de plus à en dire. Ici, donc ça, je pense que c'est des choses que les gens qui ont fait des formations sur les rénovations thermiques de copropriété ont bien sûr en tête, mais je crois qu'il n'y a pas que des maîtrises, que des architectes et maîtres d'œuvre au sein des personnes qui écoutent. Donc ici, c'est un document qui permet de savoir à peu près, en fonction des scénarios, les aides auxquelles on peut avoir accès. Et encore une fois, donc autant que l'estimation, c'est faux. Voilà, donc vous êtes prévenus. Mais on est approchant, on donne des ordres de grandeur. L'idée, c'est de permettre de saisir les enjeux économiques de choix qui sont très complexes parce qu'on va y revenir sur le dernier sujet et le dernier outil qu'on a mis en place avec ce conseil syndical. Euh, la rénovation d'une copropriété, c'est pas pour rien qu'on a une équipe pluridisciplinaire d'actrices et d'acteurs qui s'investissent sur le sujet. C'est que globalement, c'est un sujet complexe. Et ici, on donne des éléments qui vous permettent, enfin, qui vont permettre plutôt aux habitants de faire des choix qui soient les plus éclairés possibles. Donc ça, c'est un indispensable du diagnostic technique global. Et donc ici, on l'accompagne d'un exemple de coûts en fonction des choix individuels. Et là, c'est là où c'est assez important de bien le détailler en fonction des différentes du diagnostic qu'on a fait, euh, que chaque copropriétaire puisse un petit peu se projeter quand même dans le coût qui va lui incomber en fonction des choix qu'il peut faire. Et en l'occurrence, il y a un sujet qui est assez majeur quand on travaille à l'échelle de la copropriété, c'est les choix qui peuvent faire l'objet de décisions d'intérêt collectif au sein d'une assemblée générale, et notamment le remplacement des fenêtres, qui peut faire l'objet donc d'une décision d'AG qui contraint les copropriétaires à changer leurs fenêtres quand elles ont plus de 10 ans. Mais ça, ce qui est intéressant pour pouvoir que les échanges aient lieu, c'est de pouvoir dire combien ça va me coûter au final. Voilà. Donc là, c'est faux, mais ça donne des ordres des ordres de grandeur. Ici, vous avez donc le projet de plan pluriannuel de travaux. J'ai mis projet en majuscule et le reste en minuscule parce que c'est bien un projet qui doit être pris en main par
la copropriété. Donc là, j'ai rien à vous apprendre, enfin, je pense. Mais par contre, ce qui va nous intéresser là, c'est qu'est-ce qu'on a eu comme échange avec le conseil syndical et plutôt le comité de pilotage au sein du conseil syndical. On avait une personne, enfin on a une personne d'ailleurs, on est toujours en échange, mais qui a des compétences de gestion de projet assez poussées et donc qui adore des tableaux Excel. Donc on a fait un petit outil que vous avez ici, donc c'est le même tableau, sauf que là on a bridé les parties qui sont pas censées être modifiées et toutes les parties en verte sont des parties qui peuvent être modifiées. Donc le temps, les interventions qui sont retenues ici, retenues ou non. Et donc là, je vous ai mis un extrait, hein, simplement, mais avec un gain énergétique, alors pardon, un gain énergétique très théorique, mais qui permet quand même, en fonction des scénarios, d'avoir une approche en disant, bon, là, on est à peu près à 40%, donc on peut avoir ce scénario-là, il a l'air de fonctionner, je ne dis pas que ça fait fonctionner tout, hein, mais il a l'air de fonctionner, et ça nous permet d'envisager les aides qu'on peut avoir, tout en envisageant le coût que ça représente, et ensuite de jouer aussi avec le calendrier du plan pluriannuel de travaux pour permettre de l'adopter au final en Assemblée générale. Donc, j'ai terminé avec quelque chose qui semble ne rien avoir de très humain, mais ça part de quelque chose d'humain. C'est vraiment voilà, les relations les relations et les échanges qu'on a pu avoir qui nous ont permis de voir jusqu'à quel niveau on pouvait transmettre tel outil ou tel autre au conseil syndical pour qu'il s'en serve au sein de la copropriété et permettre une prise de décision. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, on a quelques questions. On a un petit peu de temps, donc c'est parfait. La mesure du temps est parfaite. Euh, une question sur comment avez-vous mesuré le gain lors du changement des menuiseries des parties communes? Je prends pas la main du tout sur l'écran pour que vous puissiez éventuellement remonter dans votre présentation si nécessaire. Oui. Donc là, euh, tac, 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 bah, je remonte, mais c'est pas juste pour Oui, montrer. pour illustrer. Pour Ouais. illustrer, on va dire, mais ça n'a pas un grand intérêt dans l'explication. Là, on travaille avec donc notre partenaire énergéticien, donc Laurent Atienza de Qui Plus Est, donc on a bien sûr repéré toutes les menuiseries des parties communes et on a fait un test tout simplement. Donc, comme on les avait repérées, on savait précisément celles qui avaient plus de 10 ans et celles qui avaient moins de 10 ans. Donc ça nous permet de ne pas aller au-delà du nécessaire lorsqu'on va chiffrer les remplacements. Donc on a chiffré que les remplacements des menuiseries de plus de 10 ans de toutes les menuiseries de plus de 10 ans dans les parties communes et ça on l'a rentré dans le moteur de calcul thermique pour nous permettre d'obtenir un résultat. Donc c'est, j'allais dire aussi simple que ça. C'est la question, c'est juste d'avoir une analyse terrain assez fine pour nous permettre ensuite, quand on est face à son ordinateur et qu'on se téléphone et qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait, etc., de pouvoir prendre des décisions comme ça qui nous permettent de faire des essais en fait avec les moteurs de calcul. Et, et j'en profite justement dans le cadre de ce DTG, les scénarios, on les a fait par étapes. Donc bien sûr le scénario 0. Ensuite on a fait un scénario minimal où on essaie d'intervenir vraiment sur les parties les plus accessibles, les moins coûteuses et celles qui ont une efficience importante qui peut être ponctuelle. C'est-à-dire, et là je vais me servir d'une slide que j'ai là, voilà. Ici, vous voyez, on a des porches qui ne sont pas isolés. Et là, on sait qu'on a une influence assez importante en isolant pour le logement qui est juste au-dessus. Par contre, au niveau de l'étiquette globale du bâtiment, on a assez peu d'influence. Mais cependant, ça nous apparaît pertinent de permettre à certains logements qui ont un confort qui est très dégradé par rapport aux autres, qui eux sont sur des parties, disons, tampons thermiques, voilà,
tampon thermique, on va appeler ça, euh, d'améliorer les situations de ces logements les plus défavorisés à des coûts qui sont relativement faibles, parce que là, c'est simplement un isolant rapporté en sous-face. Ça, voilà, on n'est pas sur des coûts qui sont énormes, et à l'échelle de la résidence, ça, c'est pas négligeable, mais presque. J'espère que ça répond à la question. Merci. Alors, on a plusieurs autres questions. Il y en a une à laquelle on ne peut pas répondre, je pense, parce que c'est comment avez-vous convaincu les copropriétaires de changer de fenêtre? Donc, comme euh, on n'y est peut-être pas tout à fait encore, on ne peut pas répondre à cette question. En revanche, il y en a une autre qui correspond, qui là, je pense, est peut-être dans le temps dans lequel vous êtes. Avez-vous fait une présentation à tous les copropriétaires et si oui, sous quel format? Donc là, Ou on a sous quel été. format prévoyez-vous de le faire? C'est Thomas Oui, peut-être que. Bah, en AG. c'était une présentation a été faite, une synthèse du DTG a été réalisée par FAIR lors de l'AG, lors d'une assemblée générale, qui était l'assemblée générale 2025. Et donc c'était la première étape de l'information auprès des résidents, mais étape nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envisage de nouvelles réunions d'information, car comme vous l'avez vu, d'une part, la résidence est grande, le DTG est donc assez, assez important également en termes de volume et d'information, et c'est quelque chose qui nécessite quand même une appropriation assez via des échanges que l'on va mettre en place avec des réunions où on invite les copropriétaires à échanger. Donc là, il y a eu la première partie avec faire de synthèse. Et nous, au niveau résidence, au conseil syndical, on a un travail aussi d'échange avec les résidents pour que tout le monde s'approprie ces DTG. Il y a eu aussi une seconde présentation auprès des autres membres du Oui. conseil syndical après lecture, puisque c'était la présentation en AG a été faite avant lecture, donc avant diffusion. Et l'idée, c'est de former les membres du conseil syndical qui n'avaient pas suivi le DTG à mieux le comprendre et pouvoir l'expliquer. Et par ailleurs, ça a aussi servi au comité de pilotage, puisqu'il y avait justement des outils qui n'avaient pas été, qui avaient pas été complètement saisis. Et nous, c'était aussi un enjeu de cette présentation-là, c'était de bien s'assurer que tous les éléments qu'on avait fournis pouvaient étaient assez utiles à la bonne compréhension et à la bonne transmission des informations au sein de la résidence. Très bien, merci. J'en ai encore, il y a encore quelques questions. Les fenêtres, un petit focus sur les 10 ans ou pas 10 ans. Est-ce que vous pouvez spécifier ça? Je sais que c'est traditionnellement pratiqué, mais est-ce que vous avez un élément pour préciser? C'est avant 10 ans, après 10 ans? Et puis ensuite, j'ai deux autres questions. Je vous laisse répondre rapidement là-dessus parce qu'on a d'autres Pour, questions après. pour préciser comment l'analyse des fenêtres, c'est ça pour savoir si elles ont. Oui, pour savoir, oui. Alors, D'un- en Et fait, c'est très facile parce que donc les fenêtres qui ont moins de 10 ans dans l'intercalaire entre les doubles vitrages, voire triple vitrage, si c'est le cas, il y a une gravure en fait qu'on retrouve et c'est une obligation depuis. Alors là, je suis pas capable de donner la date. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, mais je vais dire une bêtise, donc je vous laisserai vérifier. Mais en tous les cas, les fenêtres de moins de 10 ans, elles ont cette gravure. Donc c'est très facile de voir. de les repérer. Merci. Alors, j'ai une autre question. Recommandez-vous d'inclure un paysagiste et un volet paysage, en plus du trio architecte-thermicien volet financier, dès la proposition de devis du DTG, même si une action sur le paysage n'est pas particulièrement envisagée par les copropriétaires? Est-ce qu'on force un peu? Voilà.
Question, N'importe question quoi. sensible. Bah alors là, je peux peut-être Allez-y. répondre. Nous, alors nous, on a une situation qui était assez claire de notre côté. Vous l'avez sûrement un peu vu sur les images que j'ai montrées tout à l'heure de la résidence. Ce volet paysage, il était important dans notre copropriété parce qu'on a une grande surface de jardin, même si, comme disait Monsieur François, il y a des zones bitumées, etc. Et donc, il y a vraiment, il y a vraiment ça crève les yeux, entre guillemets, et puis c'est un élément central dans la résidence. Ces jardins font partie de la résidence au même titre que les bâtiments. C'est vraiment que ça participe à tout l'ensemble. Et donc, c'était assez naturel de l'inclure, en tout cas, finalement, on s'est dit, c'était l'occasion. Et donc, on a expliqué en AG, et ça a été accepté. Ensuite, je pense, effectivement en fonction de la situation des copropriétés, des projets. En tout cas, pour nous, c'était fondamental en termes d'îlots de chaleur, en termes de végétaux, en termes d'interaction entre les bâtiments et l'extérieur. On a d'autres problématiques qu'on n'a pas évoquées là, mais tout ce qui va être mobilité dans la résidence, stationnement, tout ça, on a une résidence qui a pas été, le sol n'a pas été globalement refait depuis la construction, globalement, hein, si je caricature. Donc on avait une problématique de refonte de tout ce qui était VRD. Voilà. Merci. Je peux Euh, dire, oui, je peux, attends, il faut que je Non, mette non, mon c'est bon, micro. laisse comme Oui, ça parce que. je peux dire juste euh, un tout petit mot par rapport au jardin vis-à-vis du bâtiment. C'est que c'est vrai que très souvent le paysage passe en dernier parce que voilà, c'est comme ça, et souvent c'est un petit peu la peau de chagrin à la fin d'un projet. Et là, pour une fois, alors que c'est, comme le disait Monsieur Palikata, c'est quelque chose d'assez fondamental dans ce lieu-là, et je pense pas qu'on force, qu'il y ait un côté forcé, quoi. C'est plutôt faire prendre c'est un conscience. parti pris. J'ai été dans une autre copropriété où ils avaient fait un gros DTG, et je leur ai dit que moi, j'étais en train d'en faire un pour les jardins et tout. Ils disaient, oh zut, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Mhm. Et en fait, ça peut rentrer aussi bien sur l'éclairage aussi, l'éclairage des jardins, enfin voilà, c'est voilà, c'est bien que le jardin soit dès le départ, c'est très important même. Et pour clore, c'est peut-être juste l'important, selon moi, l'avantage de ZTG, c'est qu'il pose un constat, un diagnostic, alors que souvent dans les copropriétés, on va être tout de suite dans des points de vue, des projets potentiellement différents, donc des désaccords. Et là, on pose au moins quelque chose, notamment sur les espaces verts. Et après, on peut avancer, on peut commencer à discuter avec les autres copropriétaires. Et donc, ça facilite aussi ensuite les échanges et potentiellement le consensus pour faire des choses. Et par ailleurs, en l'occurrence, dans notre offre, c'était en option. Oui. Oui, tout à fait. Ce qui permet, enfin, ce qui n'engage à rien, mais qui permet d'ouvrir les choses. Oui. Alors, je vais passer à une dernière question et puis on dira des mots de conclusion. Une question, alors merci à Laurence Dubin qui a répondu dans le chat qui a enrichi le débat sur comment convaincre sur le changement de fenêtre. Et puis, une question quand même sur l'isolation intérieure et le choix des isolants parce que c'est un sujet sensible aussi. Euh, Est-ce que vous avez porté la réflexion sur le déphasage thermique et le confort d'été, privilégier certains isolants, alors j'imagine bien sûr biosourcés, mais lesquels? Et est-ce que vous avez fait appel à un bureau d'études d'ingénierie financière extérieure ou pas? Voilà, Alors, sur la dernière question, non. tout est intégré dans la proposition que vous avez faite.
Oui, et c'est nous Mm. qui avons fait cette analyse parce que en fait, donc on travaille par ailleurs avec Solia que j'ai interrogé pour m'assurer que j'avais bien toutes les aides et qui m'a aimablement répondu. Je pense que quand on est équipe de maîtrise d'œuvre et qu'on travaille déjà sur certaines copropriétés, même si, encore une fois, c'est pas nos spécialités, mais on en a quelques-unes, on en a trois. Euh, et, on est capable d'avoir des interlocuteurs, et je pense que même en étant, quand c'est notre premier DTG, on est capable d'aller questionner, voilà, Solia, Urbanis, des gens qui sont compétents sur ces questions et qui sont sur le secteur, qui sont habilités sur le secteur sur lequel est la copropriété pour ensuite prendre la suite du DTG au niveau des aides. Et puis je pense que la PC aussi, enfin, je serais compétente également d'ailleurs, puisque tant qu'à faire, on est au stade du DTG. Mais donc voilà, donc pour nous, ça nous apparaît pas être d'une grande utilité de rajouter de l'argent par la copropriété pour payer un spécialiste financier pour donner une analyse qui est fausse, parce qu'elle sera fausse de toute façon, parce qu'entre le temps du DTG et le temps de la décision, il y a des décisions politiques qui sont prises. Et par ailleurs, donc, comme je l'ai dit, l'estimation est fausse, l'estimation des aides est fausse, donc que ce soit qu'on soit. Euh, enfin, ce qui nous apparaît important, c'est de donner des ordres de grandeur. Et ces ordres de grandeur sont vrais, par contre. Voilà, c'est ça. On a les vraies valeurs, on travaille avec des données qui sont consolidées, et c'est ça qui est important. Voilà. Euh, je... Pardon, donc ça, c'était la dernière question. La question Oui, précédente, excusez-moi, non, non, mais c'était ça. Attendez, je la reprends. Il y avait, bah, c'était sur l'ITI, du Ah coup, oui, sur c'était les l'ITI, ouais. matériaux. Oui, oui. Voilà. Alors, sur l'ITI, donc là, bah, euh, ici, donc, vous voyez qu'on a étudié le comportement hygrothermique de la paroi pour justement préconiser des matériaux qui permettent son bon fonctionnement et ne pas avoir euh, disons, de matériaux qui vont dégrader ou qui vont être vecteurs de pathologie sur le bâtiment lui-même. Donc, bien sûr, on étudie les matériaux. Il est clair que quand on travaille sur du bâti ancien, on ne travaille, enfin, nous-mêmes, chez Fer, on travaille avec des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc ça, ça fait partie de nos éléments un petit peu socles, on va dire. Mais en l'occurrence, ici, quand on travaille sur du bâti ancien ou des matériaux naturels, on rapporte des matériaux naturels parce que c'est eux qui vont avoir le comportement hygrothermique qui va correspondre à la paroi en place. Donc ça, est vraiment fondamental. Et ici, donc, là, vous avez, donc, disons, la solution la moins naturelle, on va dire, où là, on a du jean recyclé, donc c'est le relais, c'est Métis, avec un pare-vapeur ici. Donc, effectivement, on est encore dans la pétrochimie, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, on est quand même un petit peu dans la pétrochimie parce que là, ça, c'est de la fibre de bois. C'est fibre de bois collée, c'est assez récent et c'est une découverte et je l'ai testé justement avec son comportement hygrothermique et ça fonctionne. Je ne m'y attendais pas vraiment en fait que ce soit collé, mais ça fonctionne. Mais pas dans les salles de bain par exemple. Après, on pourrait dans les salles de bain ou les cuisines. Et ici, on est sur un système correcteur d'isolant. Donc correcteur d'isolant, ça peut être chaud liège ou chaud chanvre. C'est des isolants qu'on appelle lourds ou semi-lourds. Donc c'est une technique qui nous permet d'éviter de casser l'inertie, de casser complètement, on va dire, l'inertie thermique existante sur la paroi pierre en l'occurrence. Et donc c'est vrai que c'est plus lourd à mettre en œuvre, on le voit, hein, c'est des techniques projetées. Mais par contre, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on aimerait mettre dans ce cadre-là, avec des parois qui sont lourdes. Là, ici, on a des lames d'air, etc. Donc, on casse la qualité qui est amenée avec l'existant par ces 35 centimètres de pierre. Donc, voilà. Donc,
Alors, je vais malheureusement devoir conclure ce webinaire. Je vais vous demander un mot de conclusion. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. J'y répondrai volontiers. Vous trouverez dans la présentation qui vous sera transmise mes coordonnées. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Je les reprendrai et j'essayerai de faire en sorte qu'on puisse y répondre. Et je vous laisse conclure. Je vous remercie pour cette co-construction de webinaire. Euh, la parole est à vous. Euh, Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cela vous aura inspiré, que vous trouverez des idées pour faire des jardins sans moteur et avec beaucoup de biodiversité et, euh, et une nouvelle approche du chantier aussi. Et merci à vous. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, c'est ça qu'on a essayé de transmettre. J'espère qu'on a réussi, transmettre le plaisir de travailler ensemble et que le projet lui-même soit un projet commun, y compris maître d'ouvrage, y compris entreprise. On n'en a pas parlé parce que là, on était sur la question du DTG, donc on est très en amont, mais c'est la même chose tout au long du projet. On construit un projet commun. On n'est pas dans une relation conflictuelle, même s'il peut, et ça peut arriver. Et toute l'idée, c'est de réussir à déconnecter les affects et à regarder le projet lui-même et l'intérêt commun pour le projet de toutes les parties prenantes. Merci, Voilà. Monsieur Palichata. Hmm. Bah, merci beaucoup déjà pour avoir eu l'opportunité de présenter le projet réalisé. Merci à Fer et pour justement ce DTG en tant que et à Madame Bouffet et en tant que résidence, c'est un document qui nous est à présent très utile. Les travaux sont pas encore lancés car vous doutez bien qu'il y a il y a toute une phase de montage de ce fameux plan de travaux, si tant est qu'il puisse enfin, qu'il aboutisse, on est en train de travailler dessus. Mais en tout cas, toutes les recommandations nous permettent dès maintenant, en parallèle même de ces travaux, de lancer, voire même des tests pour enfin des pré-projets, on va dire. Donc c'est vraiment des choses qui sont très utiles pour nous. Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir partager. Et j'espère que ça pourra aussi enfin, expliquer un petit peu la démarche qui, dans le cadre de notre résidence, nous, on avait vraiment une démarche qui était liée à l'architecture et au patrimoine. Donc, ça peut être aussi inspirant pour d'autres personnes qui peut-être sont dans ce cas-là. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté ce défi. Euh, Très bien relevé. Je vous souhaite tous une bonne soirée et à très bientôt. Et Au merci revoir. Irène. Merci. Merci Irène. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, oui, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. On fait comment?